Bonjour à tout le monde. Donc il est 14h02. Je vous propose de débuter. De toute manière, on va rester sur le formalisme habituel, c'est-à-dire que c'est un webinar conçu pour durer entre 35 et 45 minutes. Donc comme on est au format webinar et que vous êtes très nombreux aujourd'hui, évidemment tous les micros sont coupés. Si vous avez des questions au fur et à mesure du webinar, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. En fonction du temps, soit on répondra à toutes ou soit comme on fait d'habitude, en fin de compte, dans le mail de compte rendu, je vous envoie d'une part la vidéo, les slides et les réponses à toutes les questions. L'épisode d'aujourd'hui est dédié à la partie sur la partie réseau, donc SNS, sur la version 4. On va vous faire une introduction aux fonctionnalités de la version 4. Mais également, on va parler un peu SD-WAN. La semaine prochaine sera consacrée à la prochaine version de notre solution Endpoint. Et ça clora ce cycle de webinars. Si vous avez des remarques par rapport à ces webinars ou des besoins sur d'autres webinars techniques, n'hésitez pas à me répondre aux mails que je vous fais, aux nombreux mails que je vous fais, en me donnant des indications sur ce qu'il faudrait corriger ou des thèmes éventuels. Je laisse maintenant la parole à Benjamin qui va s'occuper du sujet du jour, à savoir la partie V4, la partie SD-WAN. Benjamin, c'est à toi. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose le programme suivant, donc faire un focus sur les nouvelles fonctionnalités qui sont introduites à partir de la version 4. Refaire une passe sur le cycle de vie des versions logicielles SNS. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de SD-WAN. Non pas qu'on va devenir un acteur incontournable du SD-WAN, mais c'est plutôt un rappel des fonctions qui sont d'ores et déjà implémentées dans la partie StormShield et quelques nouveautés qui seront à venir. Et ensuite, je vous ferai une petite démonstration de cette partie routage SD-WAN. Donc, sur la partie SNS V4, il faut savoir que c'est un redéveloppement complet avec un nouveau noyau FreeBSD. Donc, on upgrade le noyau FreeBSD qui est la base en fait du socle SNS. Donc, du coup, l'objectif est triple. C'est d'avoir premièrement une augmentation et une optimisation des performances. Secondement, la sécurisation renforcée de la solution. Donc, je vous détaillerai tout ça par la suite. Et le troisième point important, c'est la modernisation de l'interface graphique pour se remettre avec quelque chose qui est un peu plus au goût du jour et surtout uniformiser toutes les interfaces graphiques de SNS, le firewall, mais également la partie SMC. Sur la partie augmentation et optimisation des performances. Donc, comme je disais précédemment, mise à jour globale du noyau et du système. Les principales attentes à ce niveau-là, c'est pour permettre de faire une refonte du système proxy, pour lui permettre de monter en performance. Donc, la première étape, ça va être la séparation du processus pour proxy, des analyses antivirus et de la sandbox Bridgefighter. Également, une refonte du moteur IPS pour améliorer tout ce qui est gestion des connexions. Ensuite, l'autre point, ça va être l'amélioration du clustering avec les mécanismes achats qui sont complètement refondus avec une meilleure stabilité pour augmenter la fiabilité surtout sur les temps de bascule, pour permettre de diminuer ces temps de bascule. Et ce qu'on permet également maintenant, c'est de faire une sélection granulaire des règles de filtrage qui sont asynchronisées entre le firewall actif et le firewall passif pour justement avoir que des choses qui sont utiles à synchroniser. Si par exemple vous avez des flux UDP qui ne sont pas prioritaires au métier, ça sert à rien de les synchroniser. Donc du coup, vous pouvez décocher cette checkbox au niveau des règles. Et ça permettra justement de gagner un transfert entre les deux firewalls et d'avoir des temps de bascule optimisés. On a également revu les processus de mise à jour des clusters avec un seul téléchargement pour les deux membres.
Tout cela, comme je dis depuis le départ, ça entraîne des gains de performance. Donc, en fonction des hardware, on peut avoir jusqu'à 50% de performance en plus sur la partie firewall. Donc, vous avez vos règles qui sont en mode firewall. 30% de performance en plus sur le moteur IPS. Donc, voilà, toujours pareil en fonction des hardware. Et on arrive à des gains de performance de 100% sur la partie antivirus, analyse antivirus. Donc c'est en fonction des modèles. Donc je vous ai mis le lien là qui vous permet sur le site web directement d'aller voir en fonction de quel modèle les gains de performance qui sont attendus. Donc si par exemple je vous ai fait une capture d'écran pour le modèle 2100, on voit que entre la V4 et la V3, on gagne du débit au niveau firewall, du débit au niveau IPS et du débit au niveau antivirus. Si on passe au second point à présent, la sécurité renforcée. Donc le premier point, c'est il y a eu des adaptations faites au niveau de ClamAV. Donc ClamAV, c'est notre solution de filtrage antivirus gratuite dès le premier pack Storm Shield, le pack standard, où ClamAV a introduit la possibilité de mettre des temps limites au niveau du scan de fichiers. Donc par défaut, c'est un temps qui est à 100 millisecondes et qui sera personnalisable. Donc c'est-à-dire qu'on peut spécifier le temps maximum que le fichier passe dans l'antivirus. Donc si par exemple c'est un fichier qui est zippé avec 18 mots de passe, ça passera 100 millisecondes par défaut de l'antivirus et ensuite vous pouvez choisir si vous voulez bouler le fichier ou si vous souhaitez avertir et le supprimer. Le second point, ça va être le support du module matériel. Donc ça concerne le hardware SN3100. Donc le SN3100 en version hardware A2 embarque une puce TPM qui va permettre en fait de stocker sur cette puce tous les certificats qui sont utilisés pour la partie VPN IPsec. Si vous utilisez du chiffrement IPsec VPN avec du certificat, les clés privées en fait seront stockées dans cette puce pour permettre une meilleure sécurité. Ensuite, de nouveaux algorithmes pour durcir la partie des démons SSH, donc pour se mettre en conformité avec les dernières recommandations de l'ANSSI. Donc la liste d'algorithmes a été réduite et de nouveaux algorithmes ont été introduits. Ensuite, la partie, il y a des nouveautés au niveau de la partie filtrage, puisque pour permettre l'ajout de certains protocoles OT, et notamment Profinet, qui ne fonctionnent pas de façon IP, on va filtrer avec le firewall en mode bridge des adresses MAC, donc faire du filtrage niveau 2. Donc on a introduit cette fonctionnalité et pour permettre de débugger ça, on a introduit également en CLI la commande RP-ping pour permettre de faire du ping au niveau 2. Donc ça permet de faire la prise en charge de Profinet, qui est un protocole industriel, comme on a pu en parler la semaine dernière dans le webinaire OTI, qui est utilisé dans énormément d'infrastructures pour la gestion technique des bâtiments, dans l'industrie agroalimentaire, tout ce qui est transport, etc. Et le dernier point, ça va être une liste de correctifs de sécurité. On a corrigé pas mal de vulnérabilités, donc je vous engage à aller voir tout ce qui a été corrigé dans les release notes des dernières versions, avec la 4.03 qui est sortie cette semaine dernière. Sur la partie modernisation de l'interface graphique. Donc ce qu'on va retrouver, c'est une nouvelle interface graphique avec un nouveau design, où on va retrouver des onglets configuration et monitoring dédiés. Étant donné qu'auparavant, ce que je trouvais un peu pénible, c'était que quand on allait dans les règles de filtrage et qu'on voulait faire une bascule vers les logs, à chaque fois on perdait les filtres qu'on avait mis dans les logs. Donc maintenant ça c'est terminé, vous pouvez faire une bascule entre la partie monitoring et la partie configuration sans perdre aucun filtre. Donc, je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure quand ce sera dans la partie démo. Il y a eu une refonte au niveau du tableau de bord où il a été simplifié. On retrouve toujours les mêmes informations mais qui ont été faites plus de façon icône. Donc c'est beaucoup plus lisible. Un nouveau panneau de configuration réseau, un nouveau panneau de gestion des certificats et le panneau d'affichage des logs qui a été revu avec du drag and drop au niveau des filtres. Donc tout ça je reviendrai dessus dans le cadre de la démo.
Ce qui a été également refondu, c'est la partie portail captif, où on est maintenant en design responsive. Donc, design responsive, c'est permettre l'adaptation de l'affichage pour tout ce qui est mobile, tablette, PC. Donc, si vous vous connectez sur le portail du firewall avec un téléphone, ça sera mis au format pour l'adapter à la définition du téléphone. Sur la partie supervision, on supporte maintenant le monitoring des interfaces Wi-Fi sur les modèles des 160 et 210 qui embarquent des cartes Wi-Fi. Il y a un nouvel indicateur de santé, c'est la température CPU. Et une fois que le firewall a booté la première fois, c'est-à-dire qu'une fois que l'initialisation a été faite, il n'est plus possible de retourner sur l'assistant d'installation initiale. En termes de compatibilité, donc là je vous ai mis ici un petit tableau qui rappelle les versions qui sont compatibles ou pas avec les versions 4 et 3.7. Donc tous les anciens hardware, comme vous le savez, sont limités à la version 3.7 qui est notre version LTSB. Et les hardware à partir des versions suivantes sont tous compatibles avec la version 4. Au niveau des VM, nos anciennes gammes, tout ce qui commence par V, quelque chose est limité à la version LTSB, et les nouveaux hardware EVA sont uniquement compatibles à partir de la version 3.8. Donc 3.8, 3.9, 3.10 et bien entendu 4. Au niveau du support de ces VM, donc toujours encore dans le rappel, on est compatible avec quasiment tous les hyperviseurs du marché. Donc sur la partie VMware, la partie Citrix, la partie Linux KVM et Hyper-V, mais également dans le cloud avec Azure et AWS. Sur la partie cycle de vie software, SNF, donc on va retrouver aujourd'hui 4 versions logicielles qui sont supportées, qui sont toutes identifiables par une version de firmware en 3 chiffres. Donc je vous en représente avec des couleurs pour que ce soit un peu plus lisible, avec la partie majeure, la partie mineure et la partie patch qui corrige des vulnérabilités et des bugs. Aujourd'hui, on va faire du support sur la dernière version mineure de la version majeure. La dernière version majeure N-1, donc aujourd'hui par exemple 3.10, et la dernière version LTSB, donc qui est la 3.7. Et également, on supporte bien entendu la dernière version qui est officiellement qualifiée par l'ANSSI, qui est la 2.7.4. Donc si on schématise tout ça sous forme de graphique, on va retrouver notre version 2.7.4, notre version LTSB, qui va courir jusqu'à la prochaine version LTSB qui sera la 4.1. Et ensuite, on a notre version 3.10 et notre version 4. Si on passe maintenant à la partie SD-WAN. Donc, qu'est-ce que c'est que le SD-WAN? Bon, je suppose que de toute façon, autant qu'on est connecté, on a tous notre propre définition du SD-WAN. Donc, je vous ai repris là plutôt des cas d'usage clients qu'on rencontre fréquemment, des cas d'usage classiques. Donc, on va retrouver la connectivité avec des besoins d'augmentation de bande passante, de communication sécurisée entre les différents sites, la capacité à fournir un VPN hybride et la capacité à faire du déploiement zero touch, donc du déploiement en envoyant une appliance sur site et ne pas avoir besoin de compétences techniques pour la mettre en fonctionnement. Le deuxième volet, ça va être le routage par application. Donc, définition d'une politique par application, de faire sortir par exemple du Office 365 en local directement par la sortie Internet et le reste par un autre moyen. La possibilité également de faire de la qualité de service par application. On va retrouver un troisième point sur le lien de backup, donc des liens de backup automatiques pour permettre de fiabiliser les accès et de garantir un service optimum aux clients. Et le dernier point, ça va être de faire du monitoring avancé des liens, monitorer la qualité des liens et permettre de choisir un lien en fonction de sa qualité. Donc on va venir contrôler la latence, la gigue, la perte, etc. Donc ce qui est déjà disponible aujourd'hui sur SNS. Donc on va retrouver la possibilité de combiner plusieurs liens WAN, donc jusqu'à 64 liens nominal et 64 liens secours.
avec quelque chose qui est très apprécié par les clients, la possibilité d'agréger des liens 4G à des liens Internet classiques, parce qu'on est compatible avec quasiment la totalité des clés USB 4G du marché. Tous nos modèles de firewall possèdent un port USB soit en façade, soit en face arrière. Vous pouvez venir plugger une clé USB dedans et faire monter un lien 4G. La seconde partie, ça va être le routage par application, où on va être capable aujourd'hui, via plusieurs techniques, de reconnaître certaines applications et de les faire transiter par un lien WAN spécifique. Donc c'est la fonctionnalité qu'on va retrouver de VPN hybride. En fait, soit on va faire du routage par politique, soit on va faire du routage classique. Et la partie lien backup, où on va être capable automatiquement de détecter la perte d'un lien nominal et de faire transiter le trafic via un lien de backup ou en parallèle sur un autre lien spécifié. Donc, je vous ai résumé un petit peu toutes ces fonctionnalités sur un slide. Donc, la capacité de gérer plusieurs liens WAN et également 4G. La capacité à monitorer l'état des liens, donc voir si notre lien est bon pour router ou s'il faut utiliser un lien de backup. Le déploiement en non-touch via clé USB. Aujourd'hui, on est capable de positionner sur une clé USB un firmware, une licence, une conf et même un package de rattachement à SMC et de lui faire avaler ça dès le premier boot pour permettre d'avoir un firewall qui boot et qui est prêt à être utilisé, à être connecté à son lien WAN pour être rattaché à son site central. La partie routage par application via plusieurs mécaniques, soit de la détection de signatures, soit de la détection d'URL via de la réputation d'URL. Plusieurs implémentations de qualité de service, donc toujours pareil, soit on est capable d'implémenter la qualité de service au niveau de la reconnaissance de la signature de l'application, soit en fonction de la source de la destination au niveau des règles. Le backup automatique des liens et la partie VPN hybride avec la capacité à faire du routage soit par politique, soit du routage classique ou du routage même dynamique via de l'OSPF ou du BGP. Je vais aborder rapidement des fonctionnalités qui sont à venir. Donc, on va avoir une amélioration de la détection des applications cloud via signature, une amélioration de la qualité de service, de la façon dont on fait la qualité de service avec une remontée au niveau de l'objet routeur de certains paramètres de qualité de service. Également au niveau de l'objet routeur du monitoring avancé de liens, on va être capable de en plus que faire du ping vers la gateway, de faire vraiment du monitoring avec de la détection de pertes de paquets et de la latence. Une amélioration au niveau de la configuration du routage, où aujourd'hui dans les routes statiques on est limité à des hosts et demain on pourra mettre des objets routeurs, donc ça permettra d'être beaucoup plus granulaire dans la partie routage statique. Et une amélioration du on-touch provisioning également avec la gestion des VTI depuis SMC et également la possibilité de faire une configuration réseau basique directement depuis SMC. Je vous propose maintenant de passer à la partie démonstration avec une architecture somme toute, on va dire classique, où on va avoir différents types de flux qui doivent transiter entre un site distant et un site central, qu'on va classifier de 3 catégories, donc HTTP, FTP, un trafic de production et un trafic de voix sur IP qui vont passer par 3 WAN séparés. Donc, on va se retrouver sur une machine qui est située sur le site Branch Office, donc sur le site distant. Depuis ce site, donc j'ai la main sur le firewall du site. J'ai également la main sur le firewall du site distant, du site central, pardon. Donc si on fait un tour rapide de l'interface en 4.0.3, donc ce qui a été demandé par nos clients
c'est d'avoir la partie droit d'écriture, droit de lecture qui sont maintenant directement accessibles depuis l'interface sans avoir à déployer le menu déroulant que vous retrouvez en 4.0 et en 4.0.2. Ça a été jugé plus pratique comme ça, donc du coup le développement a été fait et intégré à cette version 4.0.3. Donc sur ce menu, on va retrouver ce que je disais tout à l'heure, des indicateurs de santé qui sont remontés maintenant sous la forme de petits logos, donc c'est beaucoup plus visible. On va retrouver un menu avec les différentes alarmes qui ont été remontées récemment. On peut faire dérouler et concatène en fait plusieurs événements du même type. Le petit logo température. Ce qu'on va retrouver également, c'est la refonte au niveau des interfaces réseau. Vous allez retrouver un petit logo pour vous dire que vous êtes connecté sur cette interface-là. Et avec, donc c'est le coup d'œil, quelle interface, quel type de connexion c'est et l'adresse IP associée. Ensuite, au niveau des fonctions qui sont intéressantes, ça va être au niveau des règles de filtrage, on va permettre de rebondir directement dans les logs, donc de basculer dans la partie monitoring, où ça va me faire un filtre sur la règle en question. Donc, si par exemple je prends ici une règle DNS, donc, je vois que j'ai plein d'événements, et si je veux passer de la partie configuration et revenir sur la partie monitoring, on se rend compte que je ne perds plus mon filtre, donc ça je trouve que c'est très pratique. Si on passe maintenant à la démo, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il faut configurer pour arriver à faire une configuration comme celle que je vous ai montrée sur le papier. Donc la première étape, ça va être de créer des interfaces virtuelles sur la partie branch office et également sur la partie site central. Donc on va retrouver des interfaces virtuelles WAN1, WAN2, WAN3 et de l'autre côté site central, la même chose avec une IP dans le même réseau pour permettre de faire passer le trafic. Ensuite, sur la partie IPsec, on va retrouver une configuration IPsec classique avec en réseau local mon interface virtuelle locale et en réseau distant mon interface réseau virtuel distante. Et à chaque fois, le correspondant, c'est l'adresse IP publique du WAN, du firewall du site central. Ensuite, pour permettre de faire le routage en fonction de la disponibilité des liens, on va retrouver des objets routeurs. Donc ici, j'ai créé 3 objets routeurs avec, on va dire, 3 configurations différentes. Donc le premier objet routeur, c'est pour la partie FTP, HTTP. On va retrouver une passerelle distante avec un test de disponibilité et pas de passerelle secours. Et une consigne qui est à ne pas router si la passerelle n'est pas disponible, c'est-à-dire que si ma passerelle en face n'est pas disponible, c'est un flux que je ne juge pas critique, et donc je ne veux plus le router, et surtout éviter en fait qu'il prenne la route par défaut et que ça soit routé vers Internet. Mon deuxième objet routeur production, c'est un peu plus intéressant, où je vais avoir toujours pareil une passerelle avec un test de la passerelle, mais je vais également retrouver 2 passerelles de secours avec des poids distincts. Donc un poids de 50 en cas d'indisponibilité de la passerelle principale qui va passer sur le lien WAN 1 et un poids de 10 qui va passer sur le lien WAN 3. Donc ça va me faire une répartition de trafic dès lors que ma passerelle principale WAN 2 ne sera plus disponible. Et le dernier objet routeur, WAN 3, lui je ne lui ai mis qu'une passerelle de secours. Donc si on fait un petit tour du côté monitoring, dans ma partie supervision, je vais aller voir que mes tunnels IPsec vers mon site central sont tous montés. Et je vais aller voir l'état du routage. Donc je vais retrouver les différents liens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un avec le lien principal qui est actif parce que la gateway est joignable. Et le lien de backup qui est en veille parce que la partie principale est joignable. Et également pareil pour les autres. Sur le site central, la petite configuration qui est à faire, c'est au niveau du routage, de lui spécifier des routes de retour pour lui dire qu'en fait, tout ce qui arrive par le tunnel WAN 1, il le renvoie vers l'interface VTI du site distant.
Voilà. Au niveau de la démo, donc, ce que j'ai configuré au niveau du filtrage, c'est pour pouvoir joindre les réseaux qui sont sur le site central des règles de PBR, en fait, où dès que je vois passer un flux à destination du serveur HTTP, ce que j'y applique, c'est du routage via mon objet routeur qu'on a vu précédemment, HTTP, FTP. On va retrouver la même chose pour le serveur SQL. Ça va être un flux de production, donc qui va passer par l'objet routeur production. La même chose pour la partie ICMP et pour la partie DNS. Ce que je vous propose pour la démonstration, plutôt que de faire passer un flux HTTP ou avec le système de cache des navigateurs, on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on perd, de ce qu'on ne perd pas. Ce que je fais, c'est que je vais faire du ping, donc utiliser cette règle-là, à destination du serveur que j'ai appelé SQL, ici. Donc du coup, j'ai mon ping qui tourne. Et je vais aller au niveau VMware, parce que tout est virtuel, couper le lien. WAN 2. Et en coupant le lien WAN 2, je vais valider que mon routage change bien de path. Donc là, je mets le ping qui tourne. Je vais relancer. Là, je suis connecté sur la MSX. Je prends mon interface. Le 2, je déconnecte. Voilà. Donc, si on regarde au niveau du monitoring du tableau de bord, on va voir que mon interface WAN 2 est passé down. Au niveau du routage, je perds 3 pings. Et hop, le trafic a basculé. Donc on se rend compte que mon test pour joindre la gateway du WAN 2, il est down, ça devient non joignable. Donc petit à petit, le trafic va basculer vers la WAN 1 et la WAN 3. Donc, si je réactualise, je vais voir que petit à petit le trafic va se décharger de celle qui est down pour basculer un petit peu sur la WAN 1, un petit peu sur la WAN 3, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, une répartition de 83% pour la WAN 1 et une répartition de 17% pour la WAN 3. Donc maintenant, si on repositionne le lien WAN 2, on va aller randonner au tunnel IPsec. Le tunnel IPsec, donc du WAN 2 qui est tout tombé, va remonter. Voilà, il va remonter. Et au niveau du routage, je vais récupérer ma gateway. Je vais avoir une petite perte de ping également. Donc ce qui est pas mal avec le ping, c'est que ça nous permet de valider, vous voyez, hop, c'est remonté. Ça nous permet de valider que en fait, la bascule, le temps de détection nous coûte 3 pings. Voilà pour la démonstration. Je vous remercie tous de votre présence. La semaine prochaine, le webinaire sera dédié à la partie donc SES Evo, à Evolution, la prochaine version de SES. C'était le dernier, la semaine prochaine, ça sera le dernier webinaire de cette série-là. Donc si vous avez d'autres sujets, il y en a quelques-uns qui m'ont été proposés dans les questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, on regardera si on peut organiser ça. Et on va s'en arrêter là pour le moment. J'ai bien vu qu'il y avait d'autres questions. On les reprendra dans notre mail de réponse. Encore une fois, je vous remercie tous de vous être rendus disponibles et je vous dis, j'espère, au plus grand nombre, à la semaine prochaine. Merci et au revoir. Merci à tous, bonne fin d'après-midi.